d'en sortir. Mais en aucun cas, je vais vous parler ici d'opération, de suivi médical, de justement médicaments efficaces. Voilà. Chacun doit prendre un petit peu là où ça résonne pour lui, là où il se sent en confiance. En fait, une maladie, je vais pas vous faire l'étymologie du mot, vous l'avez bien comprise, maladie, pour ceux qui avaient encore pas saisi, c'est le corps qui vous parle, qui vous transmet quelque chose qui provient de l'intérieur et qui vous alerte sur une partie de vous que vous n'écoutez pas et qui a besoin d'être entendue. Alors vous allez me dire, oui, mais tu vois, les enfants qui ont des cancers et qui n'ont rien demandé, etc., etc. Moi, je suis pas là pour faire l'apologie d'une façon de se soigner. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens qui sont dans la souffrance ou qui perdent des proches qui n'ont absolument rien demandé et qui sont arrivés sur cette terre en y passant que quelques années. Je ne suis pas là pour prétendre pouvoir tout expliquer et tout résoudre. Je suis là uniquement pour parler de mon expérience personnelle dans le but qu'elle serve à certaines personnes qui pourront trouver des pistes en plus de ce qu'elles font déjà ou de ce qu'elles feront par la suite. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial « Comment je suis sortie de mon endométriose ». On va commencer par un petit peu expliquer le déroulement de l'épisode. C'est ce que j'ai l'habitude de faire ces derniers temps quand je fais des podcasts individuels. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu comment ça va se dérouler, ce qui vous attend, là où vous pouvez piocher ou non, et puis si vraiment cet épisode correspond à ce que vous recherchez. On va faire très simple, on va commencer par définir qu'est-ce que l'endométriose. Si vous êtes là, je pense quand même que c'est que vous le savez, donc on va pas rentrer dans des détails techniques très précis, on va vraiment le définir dans les grandes lignes, comment elle se diagnostique. Ensuite, on va plonger directement dans le récit de mon parcours pour la détecter, parsemé d'exemples. Et bien évidemment, la suite, comment je m'en suis sortie. On va déjà présenter un petit peu tout ce qui m'a amené à comprendre que je souffrais d'endométriose, les exemples, la prise de conscience, qui vous verrez est un peu qui est arrivé plutôt après ma guérison. C'est un peu particulier en fait. Je me suis soignée sans prendre conscience que je me soignais, en faisant un travail en parallèle sur d'autres choses que je vais vous énumérer, bien évidemment. On va pas jouer au jeu des mystères. Et on finira un petit peu par un bilan 5 ans après, parce que ça fait déjà 5 ans, ça a duré plusieurs années. Un bilan qui, je le pense, pourra être intéressant pour toutes les personnes qui tombent en récidive après avoir guéri, puisque c'est mon cas. Depuis cette année, j'ai replongé en fin d'été, début de rentrée, dans des douleurs dites endométriques. Je suis pas certaine que le mot soit le bon, mais vous comprenez parfaitement. Et qui m'ont permis de prendre immédiatement du recul, immédiatement comprendre ce qui se passait, immédiatement là où je devais aller et ce que je devais bosser, et qui font que là, de nouveau, tout se calme, tout se repose. On est d'ailleurs plusieurs femmes en cette fin d'année 2023, et croyez-moi, ce n'est pas un hasard, à avoir eu des lunes, moi j'appelle ça les lunes pour les menstruations, très douloureuses, très symptomatiques, très fortes, c'est pas pour rien. Mais encore une fois, on va toucher à du spirituel. Alors j'invite vraiment les gens qui ne sont pas tournés, orientés vers cette façon de voir les choses, cette façon de voir la vie, de ne pas essayer de contrecarrer ou contre-argumenter. On a toute une manière de se projeter dans ce monde dans lequel on vit. Et l'important, c'est de respecter la vision de chacun à partir du moment où elle n'incite pas la mise en danger d'autrui.
Moi, je ne dis pas que ma méthode est la bonne et que tout le monde doit la suivre. Je vous partage juste mon vécu, mon ressenti. Je le répète et je pense que c'est très important de le répéter pour un sujet aussi important, un sujet aussi grave et un sujet qui touche, hélas, énormément de labos pharmaceutiques, de médecins, de choses comme ça, où on se doit encore aujourd'hui d'être prudente avec tout ce milieu-là. Voilà. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, je vais ni plus ni moins que de vous lire la définition qui est donnée sur le fabuleux site d'EndoFrance, qui est l'association française de lutte contre l'endométriose. Je vais pas vous la lire en entier. Encore une fois, je le répète, si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une personne sur 10 menstruées, qui a été longtemps ignorée, difficile à vivre au quotidien, merci, effectivement. C'est la présence, en dehors de la cavité utérine, de tissus semblables à la muqueuse utérine qui subira lors de chacun des cycles menstruels l'influence des modifications hormonales. Voilà, ça veut dire que en fait, des tissus semblables à ce qui compose votre utérus se développent sur vos poumons, sur votre foie, dans votre abdomen, sur vos reins, etc. et vous provoquent des douleurs semblables à vos règles. Alors il faut savoir que normalement, je dis bien normalement parce que aujourd'hui c'est très très rare. Alors attention, je m'adresse principalement à un public qui n'est pas sous contraceptif hormonal quand je dis ce que je vais dire. Puisque vous le savez, en tout cas je l'espère vraiment, parce qu'il y a des gens encore qui ne sont pas au courant. Quand vous êtes sous contraceptif hormonal et que vous dites « Ah, j'ai mes règles ce mois-ci », c'est pas vos règles. Hein. C'est absolument pas vos règles que vous avez. C'est votre corps qui reproduit, de par les hormones, quelque chose de semblable à vos règles. Vos règles, les vraies règles, les menstruations, les lunes, elles n'ont pas lieu lorsque vous êtes sous contraceptif hormonal. C'est-à-dire par là que les pertes de sang, elles sont provoquées par un dispositif hormonal et non par les réactions basiques de votre cycle, de votre corps. Je vous invite vraiment, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'assimilent pas bien ça, à faire des recherches et à lire et à comprendre comment fonctionne la pilule, parce que on n'est pas tant informé que ça. Hein. Moi, j'ai été sous pilule pendant très longtemps, mais on va en parler dans mon parcours. Bref. Je me recentre. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, en temps normal, quand vous avez vos règles et que vous n'êtes pas sous contraception hormonale, vous n'êtes pas censé avoir des douleurs. Les règles ne sont pas censées être quelque chose de douloureux. Légèrement, à plus ou moins grande échelle, parce qu'on a toute une sensibilité différente à la douleur. Moi, par exemple, je suis une vraie chochotte, je ne m'en cache pas. Moi, quand j'ai un rhume, on me voit pas pendant 5 jours. Mes amis se mocassaient de moi pour ça. Et paradoxalement, je peux m'ouvrir... c'est très paradoxal chez moi, puisque je peux m'ouvrir le tibia, avoir l'os pété en deux qui ressort, et puis être là en disant « Vite, amenez-moi un bandage, donnez-moi une aiguille et du fil. » Voilà, c'est paradoxal. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que en temps normal, bien évidemment, je vous invite vraiment à écouter mon podcast à ce sujet sur les cycles lunaires et les cycles menstruels, qui explique un petit peu ce qui se passe dans le corps, si vous voulez un petit peu mieux vous comprendre, un petit peu mieux vous écouter, un petit peu mieux vous soigner. Voilà, bien évidemment, on se détache de quelque chose, c'est la perte de quelque chose symboliquement, ces règles, donc ça ne se fait pas dans un espèce de béatitude. Ça peut le devenir en travaillant, ça peut être un moment où on est en osmose totale avec son corps, mais c'est quand même un moment où on a beaucoup besoin de revenir à soi, d'être au calme, de se reposer, de profiter et de profiter, pardon, c'est pas le mot. Je m'exprime mal, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, ce n'est pas vraiment le bon terme. C'est vraiment un moment du mois où on a besoin de revenir à soi, de se reposer, d'être en lien avec soi-même, de pas trop être agité, de pas être dans des activités ultra sportives. Bon, c'est pas le moment d'aller courir un trail, quoi, vous voyez ce que je veux dire, ou de préparer une réunion pour 40 personnes, ou de vous lancer dans un nouveau projet. C'est vraiment un moment de retour à soi, de manière à laisser son corps nettoyer. Mais pour tout ça, je vous invite vraiment, je le répète, à écouter ce podcast que j'ai fait sur les cycles lunaires et menstruels.
Donc, vous l'aurez bien compris, en fait, comment on se diagnostique de l'endométriose, comment on se rend compte qu'il y a un problème, c'est quand on commence à avoir des règles chaque mois qui sont terriblement douloureuses, qui vous clouent au lit, qui vous scient les entrailles. Je sais qu'on a tellement normalisé ça que la plupart des gens qui vivent ce genre de douleur chaque mois pensent que c'est normal. Ça ne l'est pas. Et puis, bien évidemment, quand vous commencez à avoir des douleurs au foie, aux reins, dans cette zone utérine, aux ovaires, etc., en dehors de votre période de règles, là, c'est un état d'alerte évident. Je vous invite vraiment à aller consulter votre généraliste, votre gynéco, votre sophro, ce que vous voulez, la personne qui vous semblera le plus apte à vous orienter, afin de poser un diagnostic sur tout ça. L'endométriose, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de prévention, il y a de plus en plus de campagnes, pas assez à mon goût, et puis bien trop médicalisé aussi, parce que je pense qu'il est quand même important de traiter le psychologique dans cette maladie, le psychomatique, mais bon, on va développer tout ça. Toutes ces petites choses, toutes ces douleurs à petite, moyenne et parfois très grande échelle sont un système d'alerte que vous ne devez pas négliger. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train d'écouter ce podcast qui savent tout ça. On va parler maintenant de mon parcours, en fait, ce qui va vous permettre, parce que là, c'est déjà bien, 13 minutes pour un petit peu tout résumer. Je crois que vous êtes quand même en majorité là pour savoir et pour trouver des pistes de guérison. Pour ça, il faut que je vous décrive un petit peu mon parcours. Moi, l'endométriose, j'ai pas du tout saisi que c'est ce dont je souffrais à l'époque où je l'ai diagnostiqué. La toute première fois où j'ai eu une douleur liée à l'endométriose, c'était une douleur ovarienne. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est une douleur, quand on la connaît pas, elle vous surprend, elle surgit dans ses os. Alors, il faut savoir que à cette époque-là, je n'étais plus sous contraception hormonale, mais j'avais des règles extrêmement douloureuses, et pour moi, c'était normal. Ma mère, mes tantes, toute ma lignée de femmes avaient des règles douloureuses, donc et même mes amis, parce que voilà. Donc pour moi, c'était basique, du fait de ne pas avoir de contraception hormonale, d'avoir des règles douloureuses. Donc pour le moment, ça me choquait pas. J'étais 3 jours par semaine au bout de ma vie, mais c'est tout à fait normal d'être au bout de sa vie. D'ailleurs, ça me permet, en vous parlant, de réaliser que je me trompe totalement en vous citant la première fois où j'ai vraiment souffert de ça. La première fois où j'ai vraiment souffert de mon endométriose, j'étais à Genève, dans l'hôtel dans lequel je travaillais, et je suis arrivée au bureau, et j'ai eu des crampes, donc j'avais l'habitude d'avoir des règles douloureuses, mais là, ce jour-là, j'ai cru que je mourrais. On a bien failli appeler les ambulances. Eh oui, j'avais oublié cet épisode-là. Donc ça a plus de 5 ans. Ça a plus de 5 ans. Au final, même si on part du principe que j'ai toujours eu des règles douloureuses, j'ai donc toujours souffert d'endométriose. Mais disons que la première fois où ça m'a vraiment choquée, c'est là. J'étais pliée en deux. Je me souviens, j'étais en back-office. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie, dans le management. Et je cherchais des dossiers dans un placard. Et j'étais debout et je me suis retrouvée d'un coup à genoux avec des crampes. Mais j'ai cru que je crevais. Et on est allé me coucher dans une chambre de l'hôtel qui n'était pas réservée. Et on m'a bourré de spasfons. Je crois que j'ai pris 5 ou 6 spasfons en l'espace d'1 heure. J'ai dormi et ensuite plus rien. Et à cette époque, j'étais dans une relation qui était déjà bien toxique. Et ce que je ne comprenais pas, et ce que je ne savais pas, et ce que je réalise là en vous parlant, c'est qu'elle avait déjà un impact sur tout ce qui touche à mon appareil féminin. La deuxième fois, c'est celle que j'allais vous citer avant de m'être souvenue de celle-ci. Je me souviens, j'étais ici, dans la région dans laquelle je vis à présent, en Bourgogne. On était chez des amis, on faisait un barbecue, et moi j'ai une alimentation qui est pas du tout hygiénique, pas du tout healthy. Je mange très gras, dans des très grosses quantités. J'ai une alimentation qui est quand même très émotionnelle, donc il me faut beaucoup de gras, beaucoup de quantité, et j'ai eu très très mal au ventre.
un gros point sur le côté que j'ai pris en fait pour quelque chose de lié à l'estomac, quelque chose de lié à l'intestin, au digestif, quoi. Ça m'a pris sur le côté, ça me lançait, c'était lancinant, c'était horrible. Je m'en souviens encore de cette douleur, hein. C'est des douleurs qu'on n'oublie pas et qui me paralysaient complètement. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à avoir des douleurs, voilà. C'est là que c'est important parce que les douleurs que j'ai ressenties à l'hôtel, c'était des douleurs liées à mes règles. C'est là que j'ai découvert que j'avais des règles encore plus douloureuses. Après, ça revenait tous les mois, je savais, je me préparais que mes règles allaient être douloureuses, mais on était sur du « c'est normal ». La douleur que j'ai eue au barbecue chez mes amis, elle n'avait absolument rien à voir avec mes règles, elle était en plein milieu de mon cycle. J'avais pas encore constaté que c'était en plein milieu de mon cycle. J'ai juste constaté que j'avais une horrible douleur. Et à partir de ce moment-là, à peu près 15 jours par mois, sans que je me fasse le lien avec mon cycle, j'avais des douleurs monstrueuses aux ovaires que je prenais pour des douleurs digestives. Je suis allée voir quantité de spécialistes avant qu'on me diagnostique mon endométriose, avant de comprendre que je souffrais d'endométriose. J'étais persuadée que j'avais le syndrome du côlon irritable, qui est lié à l'endométriose, hein. L'un va avec l'autre. Mais je ne me concentrais que sur ça. Ou que j'étais allergique au gluten, ou que j'étais allergique... Enfin voilà, j'ai fait toutes les allergies alimentaires, j'ai diminué... Au chocolat aussi. À un moment, j'ai cru que j'étais allergique au chocolat. Puisque un jour, j'ai des douleurs qui se sont déclenchées alors que je venais de manger un fondant au chocolat. J'étais persuadée que c'était lié avec ça. Donc je mangeais plus rien, du tout. Ce qui était un peu compliqué pour moi. Enfin, avec des périodes où quand j'avais plus mal, du coup, je remangeais. Quand j'avais mal, j'arrêtais de manger. Je me disais que c'était ça. Puis quand ça se calmait, ça repartait. Voilà, ça a duré peut-être bien... que je vous dise pas de bêtises. Ça a duré environ 2 ans avant que je me décide à faire des examens qui seraient plus en lien avec mon utérus. 2 ans de douleurs menstruelles atroces et de douleurs allant de parfois mes règles à mon ovulation, parfois mon ovulation à mes règles, insupportables. Avec des pics que j'avais parfaitement identifiés, des pics d'heures qui correspondaient en réalité aux périodes où mon utérus travaillait, qui se répétaient de jour en jour avec de plus en plus d'intensité. Mais bien évidemment, je ne le voyais pas puisque j'étais omnibulée par le fait que c'était digestif. Je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, à force de faire des recherches, afin d'être orientée, afin de voir des médecins qui me disaient écoutez, on va peut-être arrêter. Je crois que l'élément déclencheur, ça a été un jour où j'avais tellement mal que j'ai fini aux urgences, sous morphine, parce que j'en pouvais plus. J'étais persuadée que j'avais l'appendicite ou une torsion des ovaires. Je me souviens être arrivée à l'hôpital de Mâcon, qui est la ville la plus proche de chez moi, et d'avoir été parquée dans les urgences sur un lit et d'hurler. Je me souviens, j'hurlais au milieu de tous ces gens. Enfin voilà, pour ceux qui ont déjà été dans des urgences d'un hôpital public, j'ai pas besoin de vous décrire à quoi ça ressemble. Je me souviens vraiment d'images qui sont assez violentes pour mon inconscient et que je libère un peu ici avec vous. Je me souviens crier sur ce petit lit sur lequel on m'avait placé au bout d'un couloir parce que c'était tellement surchargé. Et donnez-moi de la morphine, donnez-moi la morphine ou tuez-moi, quoi. Vraiment, tuez-moi. À partir de là, le pire c'est que je suis ressortie quand même avec une ordonnance de Doliprane. Hein. Voilà, on en est là. Mais à partir de là, j'ai dit ça peut plus continuer comme ça. J'avais déjà mon aîné qui était dans ma vie. J'étais devenue maman par adoption parce que je suis maman adoptive. Et ça va être très important pour la compréhension de comment j'ai guéri ma maladie. Je suis devenue maman adoptive
Mon aîné était déjà dans ma vie, mais je l'avais pas encore adopté. Je vous invite à lire si vous voulez comprendre aussi un peu ce système-là, parce que je vais pas vous raconter ma vie tout entière dans cet épisode, il faut que j'essaye quand même de rester aligné. Je vous invite à écouter mon épisode sur mon parcours de maman adoptive solo, qui est sur mes chaînes, voilà, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, vous pouvez le retrouver également. Et qui vous permettra de comprendre un petit peu la suite logique, enfin le suivi temporel. Donc j'avais déjà mon aîné et pour moi il était indispensable que j'arrête d'avoir ce genre de pensée et ce genre de discours en tant que mère. Enfin voilà, il fallait que je protège ma famille et que je puisse jouer mon rôle de mère. Enfin, voilà, quand t'as envie de mourir parce que tu souffres de douleurs terribles alors que t'as un enfant, c'est pas le meilleur moment de ta vie. Enfin c'est jamais le meilleur moment de ta vie, enfant ou pas. Mais disons que ça m'a foutu un coup de pied au cul, quoi, parce que j'avais tendance, et j'ai toujours parfois tendance, quand je suis malade ou quand je souffre, à ne pas aller voir de docteur. Moi, c'est toujours au dernier moment, il faut que je sois au bord de la mort, voilà. Bah, c'est vraiment le cas de le dire, et ça, c'est un très beau parallèle que je peux faire avec de nombreux projets dans ma vie. J'attends toujours le dernier moment pour... wake up, Sophie, bouge-toi. Donc à partir de là, j'ai fait des examens plus poussés, j'ai commencé à demander à m'énerver un petit peu, parce que aussi les médecins, vous allez les voir 1 fois, 2 fois, 10 fois, peu importe le médecin, je suis désolée, le discours va pas plaire à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on s'est tellement déshumanisé, en tout cas les médecins que moi je fréquente, moi encore une fois je parle de mon parcours, voilà, ils vous font des ordonnances, ils vous prescrivent des trucs, des antidouleurs. L'Antarax, je sais plus comment il s'appelle, ce médicament contre les douleurs qu'on m'avait donné, mon foie ne l'a pas supporté. Bref. Et là, j'ai demandé à passer d'autres examens, à faire des IRM, à faire des échos. J'ai tout fait dans le parcours classique que vous devez connaître de l'endométriose, qui va de l'écho au scanner à l'IRM. Et alléluia. J'ai fait un IRM pelvien, et là, bilan, bingo. Ah, madame, visiblement, vous avez de l'endométriose, vous avez des tissus utérins qui sont développés un peu partout, sur votre foie, sur vos reins, sur vos poumons, sur votre intestin, vous en doutiez pas avant? Non, je m'en doutais pas avant. Et je me souviendrai toujours du gars qui m'a fait passer mon IRM et qui m'a dit vous avez de l'endométriose, il faut consulter. Ok, oui, c'est quoi, où, comment? Donc j'ai quand même dû aller voir quelqu'un d'autre qui m'a lu mon IRM. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés de par mon parcours personnel. Je le répète, mon parcours personnel qui n'est pas le vôtre, à être tolérante avec le corps médical en France. Je me suis sentie trimballée, salie, non écoutée et non respectée. Et ça, encore, j'insiste, c'est mon épreuve, mon parcours, ma vision, mais elle résonne quand même chez beaucoup de gens, donc je pense qu'il serait grand temps qu'on s'interroge sur comment soigner dans notre pays, dans notre société occidentalisée. Passons. Donc à partir de là, ok, super, j'ai un diagnostic, je fais quoi? Donc, je prends rendez-vous avec des cliniques à Lyon, parce que moi je pense tout de suite à l'opération, etc. Je me dis, allez, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'on va me donner? Je peux pas rester sous morphine, je peux pas rester sous... j'ai mangé le nom de ce médicament horrible là. Le Tramadol, voilà, Tramadol, je sais pas ce que c'est que l'Antarax, je crois que c'est le médicament pour mes chevaux, rien à voir. Tramadol, morphine, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Je suis dans le gaz, puis je supporte pas les prendre. Je les prends 1 fois sur 2, tant pis, j'ai mal. Je deviens un peu un roc, en fait. Je deviens une espèce de caillou qui se dit, ok, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vois pas, y a rien qui marche, ça m'agace, un peu en mode victime rebelle. Voilà, c'est comme ça, je l'accepte et puis tant pis. Donc je souffre plusieurs jours par mois. Plusieurs périodes du mois. J'arrive complètement à identifier à quel moment je souffre. C'est-à-dire que avant que ça s'arrête définitivement, en fait, je souffrais de mes règles à mon ovulation. Et à partir du moment où j'ovulais, plus rien.
Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai compris de moi-même, en faisant des analyses, en regardant des vidéos, en regardant comment marche l'utérus, que la période des règles à l'ovulation, c'est la période où l'utérus se reconstruit, où la cavité utérine, enfin où la mucose utérine se reforme, après avoir été éjectée pendant les règles, et que du coup, mon corps, il contractait un petit peu partout, puisque comme j'avais des morceaux de cavité utérine partout, ça contractait de partout. Et à des heures fixes. Donc je savais que si le lundi je me réveillais à 7 heures, je commençais à avoir un petit peu mal jusqu'à 9-10 heures. Allez, Spédifen, Tramadol, peu importe ce qui traînait. Ça a duré 2 heures. Et puis le mardi plus fort, puis le mercredi encore plus fort, puis jusqu'à l'ovulation. Et puis voilà. J'étais partie pour vivre avec ça. Et puis un jour, on m'a passé un coup de téléphone et on m'a annoncé que j'allais accueillir un 2e enfant dans mon foyer. Alors, je vous invite à aller écouter mon épisode sur l'adoption pour comprendre pourquoi le pourquoi du comment. Et j'ai accueilli Yumatala, ma petite dernière pour le moment, je l'espère, à la naissance. C'est un bébé qui a été placé chez moi à la naissance et que j'ai adopté dans les mois qui ont suivi. Yumatala est arrivé en février 2020. Et le jour de sa naissance, en accord avec sa maman biologique, et dans le but de la suite de notre aventure, c'est moi qui suis allée faire le pot à pot. C'est moi qui suis allée tous les jours parce qu'elle était en service de néonat pendant 3 semaines parce qu'elle est née préma. Faire le pot à pot, donner les biberons, changer les couches, passer des heures à dormir avec mon enfant nu contre ma peau, nu dans mes bras. Et sans que je m'en rende compte... Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Sans que je m'en rende compte, sans que je réalise, sans que je visualise quoi que ce soit, et en oubliant totalement tout ce que je vivais comme enfer depuis des années, mes douleurs ont disparu du jour au lendemain. L'arrivée de ma fille a modifié totalement mon cycle hormonal, ma perception de la vie, de la mère, de mon lien à cette mère que je refusais d'être d'une certaine manière. À ce moment-là, je n'ai pas du tout conscience qu'il y a un lien entre l'endométriose et ma vision de la femme et ma vision de la mère. Je suis tellement prise dans l'arrivée de mon enfant que je ne me rends absolument pas compte que je ne souffre plus, que je n'ai plus mal. Ça me passe au-dessus. Pour celles qui ont des enfants, vous voyez bien ce que c'est. Quand vous avez un bébé, votre vie s'arrête en fait. Pendant les 6 premiers mois, en tout cas, c'est sur pause. Moi, je faisais du cododo. Je pouvais pas allaiter parce que c'était pas ma fille biologique. Quoique si, c'est possible. Hein. Je le place là parce que ça peut être utile à certaines. On peut allaiter quand on accueille un enfant dès la naissance. Il y a des traitements qui permettent de lancer l'allaitement. Bref. Je vis en osmose avec ce 2e bébé, dans une relation totalement différente de mon aîné que j'ai accueilli bien plus tard. C'est un fait, c'est une réalité, c'est quelque chose que j'ai compris aujourd'hui et qui m'a permis de comprendre aussi le pourquoi du comment. Et je ne vois pas que je ne souffre plus. J'ai des règles toujours très très douloureuses, mais plus du tout de douleur entre l'ovulation, les règles, l'ovulation. Ça se replace juste au moment de mes règles. Et ça dure. Et même mes règles deviennent de moins en moins douloureuses. Aujourd'hui, mon Yuma va avoir 4 ans en février. Et je n'ai pratiquement plus de douleur. Je prends 1 ou 2 Spédifen de manière mensuelle, qui, je suis sûre, pourrait finir par ne plus m'être utile lorsque j'aurai terminé de régler d'autres choses dans mon parcours de femme. Je mets de nombreux mois à réaliser que je n'ai plus de douleur. C'est complètement fou en fait. Là, de le redire, et ça va paraître peut-être insensé, c'est difficile pour moi parce que je sais ce que c'est que la souffrance, je sais ce que vous vivez, vous, toutes les femmes victimes de ces douleurs-là, et vous vous dites mais ça a l'air tellement facile. En fait, pas du tout. Il faut savoir que parallèlement à ça, sans que j'en fasse le lien, j'ai fait un énorme travail sur moi et sur la façon dont je me voyais en tant que femme et en tant que mère. Et là donc, on en arrive dans
cette partie un peu du parcours, comment m'en sortir, comment je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie sans vraiment m'en rendre compte, je m'en suis sortie en devenant maman. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette excuse-là ? C'est quoi cette solution ? Moi, je vais pas adopter un gosse ou voler un enfant dans une maternité pour plus souffrir. En fait, ça vient de quelque chose qui est bien plus profond que ça et que c'est moi, ces années maintenant de recul par rapport à tout ça m'ont permis de comprendre. J'ai un lien très particulier avec ma mère et toute la lignée de femmes. Alors voilà, à partir de maintenant, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus psychosomatique. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et vous ne prenez surtout pas ça comme argent comptant, comme solution miracle. Voilà, je vous le pose là, faites-en ce que vous voulez, mais ma solution n'est pas forcément votre solution. J'ai toujours eu un problème à me considérer en tant que mère. J'ai eu une relation très particulière avec la mienne, très particulière avec ses sœurs qui sont mes tantes. On est dans une lignée de femmes hyper indépendante, et dans le mot hyper, j'entends quelque chose qui n'est pas positif, mais plutôt quelque chose de négatif. Genre, je peux tout faire sans les hommes, je n'ai pas besoin des hommes, j'ai peur des hommes, je crains les hommes, je fuis les hommes, les hommes profitent de nous, les hommes nous maltraitent. C'est une croyance limitante que j'ai portée pendant de longues années. Je crois pas que j'ai fait de podcast encore à ce sujet, mais ça pourrait être très intéressant et ça pourrait sans doute vous aider d'autant plus parce que je ne vais pas non plus développer ça pendant des heures dans cet épisode. Mais voilà, il faut savoir que mon rapport au corps, à la femme, à la sexualité a été bafoué pendant des années. Je l'ai bafoué, il a été bafoué chez toutes les femmes de ma lignée, dans toutes les femmes de ma famille, dans même mes liens d'amitié, hein, parce que vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, on attire en miroir des gens qui nous ressemblent et qui souvent portent les mêmes blessures que nous afin de les comprendre, de les transcender et de les guérir. C'est le magnifique pouvoir de l'énergie sur Terre. Et j'ai réalisé en accueillant Yuma Tala, dont j'ai été très longtemps bien plus proche que de mon aîné, que je m'étais reconnectée à une partie de moi que j'avais oubliée, qui est cette énergie féminine, qui est cette énergie maternante, en fait, cette énergie un peu fusionnelle que je n'ai hélas pas pu développer de la même manière et que je m'attelle à développer avec mon aîné, mais votre énergie de femme, vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant pour la développer. L'énergie féminine, et ça je vous invite à écouter des podcasts sur le sujet, il y en a plein. Encore une fois, peut-être mon podcast sur les lunes, sur les cycles lunaires. Mais je sais que par exemple Chloé Bloom, pour la citer, parce que c'est quelqu'un que j'adore écouter, qui est une femme brillante, fait beaucoup de podcasts, a fait beaucoup de podcasts sur l'énergie féminine, l'énergie masculine, comment revenir à son énergie féminine. Et puis il y a d'autres podcasts très brillants aussi, très intéressants sur le sujet. En accueillant Yuma Tala, je me suis reconnectée à la mer, en fait. À la mer, à l'être, et non plus au faire, à l'instant présent, au lien, à la douceur, à toutes ces choses que j'avais oubliées. Et qu'on a beaucoup oublié dans cette société où aujourd'hui les femmes ont un grand besoin de prouver qu'elles n'ont plus besoin des hommes, qu'elles sont indépendantes, qu'elles peuvent tout faire et qui sont parfois obligées de tout faire, gérer la maison, gérer les enfants, gérer l'organisation, gérer 1 milliard de choses, hein. Faut pas se voiler la face. Quand on parle de charge mentale, on parle rarement d'hommes, on parle plus pratiquement plus souvent de femmes. Et sans que je le réalise, la présence de ce petit être merveilleux dans ma vie m'a ramené à ça, quoi, à une énergie d'être et pas de faire. Enfin, hélas, entre guillemets, mon énergie yang était quand même encore très, très, très développée. Et elle l'est toujours, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais mon énergie yin était inexistante avant. Inexistante. Et Yuma m'a ramené à cette énergie-là, qui est une énergie de douceur, d'écoute de soi, de compréhension de soi, d'instant.
présent de maternant. En la maternant elle, je me suis maternée moi. Et c'est là qu'elle est l'espèce de pivot, la chose qui modifie, qui provoque le changement et qui a littéralement modifié la consistance hormonale de mon corps. Ça avait rien d'une prise de médicaments chimiques. En fait, la chimie s'est faite d'elle-même en changeant la nature profonde de mon ressenti, de mon être, en revenant, à ma nature profonde. Ça, je l'ai compris il y a ces derniers mois, ces dernières années, depuis que j'ai commencé un travail d'éveil beaucoup plus poussé sur moi-même, depuis que j'ai quitté mon ex-mari avec lequel nous avions une relation ultra toxique. Et je vais pondérer par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je suis apte à dire que cette relation toxique, j'en avais besoin pour comprendre la manière dont je m'enfermais dans un rôle de victime, parce qu'on est tous et toutes victimes, bourreaux, sauveurs, dans un espèce de triangle de Karpman. Je vous invite à faire des recherches sur ça. Et les relations qu'on vit sont souvent là pour nous amener à comprendre ces choses-là. Donc moi, je n'ai plus du tout envie de jeter la pierre sur mon ex-mari. Je dis pas que c'était l'amour inconditionnel et qu'on a vécu des années d'osmose, mais en fait, on était sans doute chacun là, l'un pour l'autre, pour apprendre quelque chose. Et dans cette relation dans laquelle j'étais profondément malheureuse, dans laquelle nous étions tous les deux profondément malheureux, en me sauvant, en nous sauvant, en mettant fin à cette relation de manière ultra chaotique, mais quand même, je me suis libérée d'autres choses et j'ai entamé un parcours pour comprendre cette reproduction que j'avais tendance à faire, à aller vers des hommes nocifs pour moi, qui ne sont pas forcément nocifs pour d'autres, hein. Et pourquoi je m'enfermais dans ce type de relation et de comprendre en fait que j'avais encore beaucoup de choses à faire pour faire la paix avec la femme en moi, l'être en moi. Et au fur et à mesure que j'ai fait ce travail, c'est marrant, je le réalise là en vous parlant, j'ai aussi compris que je vois, là avec le recul, que mes douleurs menstruelles, au fur et à mesure de l'avancée que j'ai faite dans ce travail, ont diminué. J'ai fait beaucoup de travail lié avec des thérapeutes que je cite souvent, qui sont Adrien Malfroy, qui est thérapeute émotionnel, et Hassan Sanlini, qui est ma thérapeute en hypnose et en EMDR. J'ai fait beaucoup de travail sur ma place de femme, la considération que je me donnais, la façon dont j'imaginais que les hommes devaient me voir pour exister. Moi, j'avais tendance à croire que pour plaire à un homme, il n'y avait pas d'autre moyen que d'être une... Je peux pas dire le mot, il est vulgaire, mais d'être une pute, d'être au service des autres. Hein. J'ai un gros complexe du sauveur et de la victime qui vient de choses horribles, de choses incestueuses que j'ai vécues dans mon enfance et que j'ai pu transcender ces derniers mois. Et ça m'a demandé beaucoup de courage, je dois l'avouer, et ça vous demandera sans doute beaucoup de courage à vous également si vous décidez d'aller chercher de ce côté-là. Parce que je vous invite vraiment, si vous écoutez ce podcast, c'est pas pour rien. Moi, je crois en la loi du karma, de l'énergie et des effets miroirs, que vous êtes là. Et peut-être qu'il est temps que vous alliez chercher là où vous refusez de chercher pour le moment. Bien sûr, chaque chose en son temps. J'aime à le répéter. Donnez-vous déjà beaucoup de douceur et de courage. Les choses se font généralement d'elles-mêmes. Je sais que vous vous attendez sans doute à ce que je vous donne des pistes plus puissantes, des astuces, des méthodes. Mais en fait, c'est pas mon rôle. Mon rôle, il est là pour vous démontrer, pour vous expliquer que ma guérison s'est faite dans un lien de reconnexion avec moi-même, de mon féminin, de travail sur mes blessures, sur mon passé, sur l'image que j'avais de la femme, des hommes, du lien que j'avais à ma sexualité, à mon corps, dans mes relations, dans mes schémas répétitifs, etc. Je vous invite à faire des recherches du coup là-dessus.
Je vous invite à écouter certains de mes podcasts qui parlent de ça, de la loyauté familiale, des croyances limitantes, de la dépendance affective, de notre relation au corps. Voilà, il y a pas mal les podcasts que j'ai fait avec Adrien Malfroid sur la peur de la mort, l'imprégnation, l'inceste, le pervers narcissique. Enfin voilà, vous allez voir, il y a plein de pistes en fait. Il y a plein de pistes dans ces épisodes sur le féminin, sur le travail du féminin. Elles sont dites de manière consciente ou parfois inconsciente. Mais en fait, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que bien évidemment, je vous dis pas arrêtez tous vos traitements, plongez dans un travail de spiritualité intense, lavez-vous et purifiez-vous avec du sel. Je vous invite à le faire, ça ne peut que vous faire du bien, mais ce que je veux vraiment démontrer dans cet épisode et dans mon propre parcours, c'est que tout est quand même en partie, voire totalement lié. Je sais que ça va pas plaire, mais tant pis, à votre passé, à vos blessures, à votre conditionnement, à vos croyances. Votre corps, c'est votre meilleur ami en fait. Votre corps, c'est votre meilleur ami et il est là pour vous dire ça va plus, ça va pas, tu peux pas continuer comme ça. Parallèlement à ça, je vous invite aussi à revoir les produits que vous utilisez, l'alimentation, l'énergie que vous mettez, parce que moi je sais pertinemment que mon alimentation joue beaucoup dans le fait que j'ai encore des douleurs menstruelles, parce que il y a des phases où on doit manger plus ou moins gras, il y a des phases où on doit manger de la nourriture qui correspond un peu plus à notre énergie dans notre cycle menstruel. Et moi, ça, je le suis pas du tout. Je sais que je devrais m'appliquer à ça et que ça m'aiderait beaucoup. C'est pareil pour tous les perturbateurs endocriniens que vous trouvez dans les produits d'entretien, dans vos produits de beauté, dans votre maquillage, dans vos shampoings, dans vos gels douche. En fait, il y a tellement de choses qui viennent perturber les hormones chez la femme que il faut tout repenser et c'est long. Et c'est un travail qui est difficile et je vous comprends et vraiment je vous envoie tout mon amour parce que parfois on se dit ça y est j'ai trouvé et au final non. En fait c'est une chose plus une chose plus une chose plus une autre chose. Moi je n'ai pas l'impression que j'ai une sensibilité aux perturbateurs endocriniens présents dans les produits. Par contre je sais que je l'ai dans mon alimentation et j'ai compris que je l'avais aussi dans ma relation au corps et à ma sexualité. Mais peut-être que chez vous ça résonnera pas, peut-être que chez vous ce sera autre chose. En fait il faut pas vous fermer les portes d'autre chose que des raisons purement et totalement médicales. Il faut vous ouvrir, il faut vous faire confiance, il faut vous écouter, il faut ralentir, il faut revenir à vous et prendre le temps de voir. Il y a aussi une théorie qui est développée pas mal, mais dont on n'aime pas parler, et que j'ose difficilement aborder avec vous ici. Parce que moi, j'ai arrêté la pilule il y a plus de 10 ans. J'ai commencé à la prendre très tôt, à 15 ans. Une pilule très forte qui s'appelait Diane 35, qui aujourd'hui est interdite dans de nombreux pays et qui m'a modifié mon corps, qui m'a modifié mes humeurs, qui a modifié tout mon système nerveux. Il faut pas oublier en fait que vous avez un système nerveux, un tronc central et que les hormones, elles tourbillonnent autour. Et à partir du moment où vous avez des organes endommagés, votre foie par les hormones, votre être en tant que tel, vous modifiez tout, hein. Quand on me dit « Ah, mais non, j'ai pas d'autre solution », bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de prendre de l'artificiel pour modifier le naturel. Elle est quand même choquante, cette phrase. Prendre de l'artificiel pour modifier le naturel. On est toutes des enfants issus des générations pilules, de parents qui ont commencé à prendre la pilule, de bouffe dégueulasse, de produits dégueulasses. Posez-vous la question, posez-vous les bonnes questions. C'est violent, hein, je sais qu'en disant ça, je vais agacer beaucoup de gens, mais ma foi, c'est mon parcours et ça a marché chez moi, donc je vois pas pourquoi je ne le partagerai pas. Dernière petite anecdote que je vais mettre un petit peu dans le bilan qui est 5 ans après. Ma petite dernière Yuma, qui a provoqué tous ces changements en moi et toutes ces modifications, a fait sa rentrée scolaire en septembre. Voilà, début septembre, comme tous les enfants. Moi, j'ai mes règles en fin de mois.
J'avais plus de douleur, j'avais pratiquement plus rien. En juin, juillet, août de cette année, mes règles ne me faisaient plus rien. Je ne prenais même plus d'antidouleur, je m'en souviens très bien. J'étais dans une période de ma vie où je sortais d'une autre relation dite karmique, où je me délivrais de quelque chose, où je comprenais et où je mettais enfin des mots sur ce besoin d'illusionner mes relations amoureuses. Et paradoxalement à ça, je n'avais plus aucune douleur de règles, donc j'étais dans la totale complétude et guérison de mon féminin sacré. Et Yuma a repris l'école à la rentrée et je me suis sentie un petit peu, amputée d'une partie de moi. Et fin septembre, en plus de ça, j'ai revu la personne avec qui j'étais en relation avant l'été. Et devinez qu'il y a eu des règles extrêmement douloureuses en septembre, octobre. C'est moi. Mais un truc, j'avais oublié en fait. J'avais oublié à quel point c'était horrible. C'était violent. C'était tranchant. Vous les connaissez, hein, on en a parlé, on les a décrits en début de cet épisode. Ça m'a pris comme des lames de rasoir. Donc j'ai refini de nouveau aux urgences, hein, évidemment, bien évidemment, retour de l'endométriose, envie de pleurer, envie de mourir. Je vais jamais pouvoir, je suis toute seule, je gère mon entreprise, je gère mes enfants, j'ai personne sur qui m'appuyer. Enfin, si j'ai des amis formidables que j'embrasse, mais voilà, je vais pas tenir. Puis tout de suite, moi, je suis très vite contrariée quand il y a quelque chose que je maîtrise pas. Et je me suis réveillée un matin, je me suis dit, Sophie, putain, tu vas te calmer, tu vas redescendre, tu sais, t'as analysé, t'as compris, t'as parfaitement fait le lien, tu dis à tout le monde depuis des mois que tu veux faire un épisode de podcast qui retracerait ton parcours et qui expliquerait en quoi ton travail psychologique, psychosomatique, émotionnel, spirituel a changé ta maladie, et là, t'es en train de te tomber dans des méandres. Donc réfléchis, qu'est-ce qui se passe depuis septembre, qu'est-ce qui va pas? Ben voilà, j'ai fait très vite le lien, la rentrée de ma fille, le retour de ma relation karmique, poup. Non, Sophie. Donc j'ai compris que ne me remettre dans ce vieux schéma amoureux parce que tout l'été j'avais fait en sorte de sortir de ma zone de confort, et à l'époque de la rentrée, je suis un peu retombée dans mes travers. Ah, tiens. Et parallèlement à ça, la rentrée de ma fille, et le fait que je vivais très mal, parce que Yuma n'avait pas du tout envie d'aller à l'école, c'était des grands pleurs, c'était des grandes déceptions, c'était une grosse difficulté, provoquée en partie de manière inconsciente par moi, puisque je m'étais toujours juré que avant la rentrée de ma fille, la dernière, je les déscolariserais et je vivrais dans un autre pays avec une pédagogie complètement différente de celle en France, donc un espèce de complexe de je ne suis pas une bonne mère, j'ai pas atteint mes objectifs, je suis toujours là, j'ai pas l'aisance financière que je pensais avoir à ce moment précis, donc culpabilité de la femme, culpabilité de la mère, replonger dans la toxicité. Wouhou! Ah, mon utérus, il a dit, oh, non, on est sorti de tout ça, là, tu vas pas nous faire chier, bip. Détache-toi, ma grande. Et là, j'ai pris du recul, j'ai fini par faire un petit travail d'acceptation, des mantras, des méditations et des visualisations, genre ça va bien se passer à l'école. Et mes enfants en plus sont dans une petite école privée de village qui est extraordinaire, avec des maîtresses extraordinaires, donc c'était un peu con de me mettre la rate au courbouillon, hein, c'est le cas de le dire, pour ça. Donc j'ai lâché, maintenant ça se passe super bien, ma fille va à l'école avec le sourire, et je l'amène avec le sourire, je vais la chercher avec le sourire. Les derniers travaux que j'avais à faire sur ma relation aux hommes, sur mes liens karmiques, ont été faits avec Adrien et Ascensan, mes thérapeutes respectifs. J'ai plongé là où je pensais avoir déjà plongé, mais j'ai plongé encore plus loin. Je suis remontée à l'origine, parce que j'avais réalisé que je ne m'étais pas pardonné d'avoir été victime. Voilà, je me sentais coupable d'avoir été victime de l'inceste que j'ai vécu petite. Et j'en avais pas conscience. Et du coup, tout s'est débloqué. Je suis sortie d'une espèce d'illusion de tout ce que j'avais projeté et de tout ce qui me manquait encore, bien qu'on n'arrête jamais de travailler.
Et mes dernières menstruations ont déjà été beaucoup, beaucoup moins violentes. Elles sont presque revenues à la normale, hein. 1 ou 2 spédifènes et c'est reparti. Et je sais que là, je suis repartie dans une énergie de nouveau plus libérée, plus relâchée, et que mes menstruations de décembre seront sans doute de nouveau plus calmes. Je vous ferai peut-être même un petit commentaire sous cet épisode pour vous le confirmer, pour que vous vous sentiez un peu, j'allais dire rassuré, je sais pas si c'est le mot, mais qu'on ait une preuve en fin de compte que ce sur quoi on travaille a toujours un effet physiologique. Ça fait 50 minutes que je vous parle, je me sens... J'aimerais tellement vous offrir tout sur un plateau, mais si ça marchait comme ça, si on avait tout sur un plateau, ce serait trop simple en fait. On n'irait pas là où on doit aller, on ferait pas les recherches qu'on doit faire, on remonterait pas dans nos lignées, on n'essayerait pas de comprendre, on transcenderait pas nos blessures, parce que tout serait là. Et il y aurait rien à faire, quoi. Ce serait cool, hein. Je le dis pas, ce serait vraiment cool. Il y a des moments pour certaines choses. J'aimerais bien qu'on m'apporte tout sur un plateau. On mérite parfois que tout nous soit apporté sur un plateau. Mais c'est le propre de la vie, c'est le propre de cette incarnation qu'on a choisie, hein, de venir libérer, comprendre et guérir. Et puis tout change en ce moment, les énergies de la Terre changent. Vous voyez bien tout ce qui se passe, ça n'a pas de hasard. Il est temps que les femmes reprennent leur pouvoir, mais... en fait, on est passé d'un extrême à un autre, un petit peu d'un truc patriarcal à une révolte ultra-féministe. Et il serait temps qu'on retrouve cet merveilleux équilibre qui est que la femme et l'homme sont faits pour vivre ensemble. Et je ne parle pas d'égalité, je parle d'une espèce de... Fusion n'est pas du tout le bon mot, c'est pas le mot... d'une espèce d'équité, quoi. On a besoin des hommes, et les hommes ont besoin des femmes. Et... l'énergie change, mais bon, c'est encore un autre sujet. Je suis pas sûre qu'il résonne là chez tout le monde et que beaucoup de gens soient prêts à entendre tout ça. Donc, je vais laisser l'univers, l'humain, Dieu faire ce qu'il a à faire et nous amener là où on doit aller. J'aurais tellement et j'espère tellement que vous allez pouvoir trouver quand même des pistes, comprendre des choses, faire des liens à l'écoute de ce podcast. Je le voulais beaucoup plus riche, je le voulais beaucoup plus précis, mais au final, ça fait déjà plus de 50 minutes, bientôt 1 heure d'épisode. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois que il faut faire confiance et que cet épisode doit se dérouler comme ça et que vous prendrez ce qu'il y a à prendre et que ça vous amènera là où vous devez aller. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage dans ce parcours, dans le combat de cette maladie qu'il faut peut-être d'ailleurs arrêter de voir comme un combat, mais plutôt comme une écoute. Je vous souhaite beaucoup de courage dans l'écoute de ce que votre corps a à vous dire, de ce que votre passé a à vous dire, de ce que votre lignée de femme a à vous dire, de ce que votre âme a à vous dire. Encore une fois, et je conclue là-dessus parce que c'est important, je ne vous invite pas à lâcher tous vos traitements médicaux, toutes les opérations que vous avez en cours, tous les prescriptions d'ordre chimique que vous avez pour rentrer dans une plongée vers la spiritualité et vers le travail de votre transgénérationnel. Moi, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Hein. Petit à petit, j'ai lâché le chimique. Petit à petit, j'ai oublié. Mais si je peux permettre à des gens de se détacher et d'aller vers des pistes plus facilement que je ne l'ai été, alors tant mieux. Voilà. Merci de votre écoute pour cet épisode qui, je l'espère, vous sera utile. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, vaut mieux 15 que 0. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve très bientôt. À partir d'aujourd'hui, les podcasts vont être, je pense, plus mensualisés que hebdomadaires, enfin mensuels que hebdomadaires. Mon activité de cartomancienne et le fait que j'ai repris certains de mes manuscrits font que je dois faire des choix, et puis j'ai aussi des choix financiers. Je suis comme tout le monde à faire pour faire tourner sa boîte, pour quand on est seul, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être seul, on a des prérogatives, on
On a des décisions à prendre qui sont pas toujours faciles, mais voilà, qui se font au moment où elles doivent se faire. Donc je reste là, j'aime faire ces podcasts, j'aime partager avec vous, j'aime vous livrer mon expérience et savoir que vous y trouvez des réponses, des aides, etc. N'hésitez pas, hein, je le répète à chaque fois, j'ai l'impression que vous voulez pas, hein, à laisser des commentaires, à liker et à partager. J'ai beaucoup de retours en MP. Je pense que je vais faire des stories à la une sur mon Instagram pour partager vos retours, mais j'aimerais beaucoup que vous, je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes gênés de partager sous les vidéos ou sur les plateformes d'écoute comme Spotify et iTunes vos avis, mais en fait c'est ce qui me fait vivre. Donc dans un parfait équilibre de donner-recevoir, j'espère que vous saurez entendre ce message. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, une très belle matinée, peu importe le moment à laquelle vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.